Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, commençons par dissiper l'enfumage. Il y a quelques instants, monsieur le ministre s'est gargarisé à cette tribune. Il a vanté la démocratie sociale qui permet que soient conclus des textes comme l'accord national interprofessionnel du 10 février dont traite ce projet de loi. Mais enfin, depuis la pension de retraite à 1 200 €, les Français savent bien que cette cascade a été réalisée par un professionnel du retournement de veste et du mensonge. Entendre M. Dussopt parler de démocratie sociale est aussi crédible qu'entendre Gargantua affirmer qu'il se lancerait dans un programme minceur. Comme les ogres, les dévoreurs de droits sociaux ne sont jamais rassasiés. En effet, M. Dussopt, si vous étiez sincèrement pour la démocratie sociale et même pour la démocratie tout court, alors vous auriez laissé notre Assemblée rejeter ou abroger la réforme des retraites. C'est là le premier motif de cette motion de rejet. Nous ne vous laisserons pas tourner la page des retraites en instrumentalisant ce texte pour votre communication. Ce texte que vous nous présentez est pour vous un alibi de dialogue social, un alibi de pouvoir d'achat d'un gouvernement qui n'a rien fait depuis 1 an pour augmenter les salaires. C'est le second motif de cette motion de rejet. Nous voulons dénoncer la censure que vous pratiquez. La hausse des salaires est pour vous, à travers ce texte, un débat interdit. C'est pourtant la question numéro 1 dans le pays, du motoriste Man Diesel à Saint-Nazaire jusqu'à Disneyland, du nettoyage industriel comme chez Atalian ou ISS jusqu'à Carrefour ou Grand Frais, de Verbaudet à la fonction publique. Partout, les travailleurs réclament le juste salaire et partout, vous vous y opposez. Alors oui, nous affirmons ici que la hausse des salaires est une revendication totalement légitime. C'est une mesure d'urgence sociale quand les prix alimentaires augmentent de 17%. C'est une question de justice quand les profits et les marges de bien des industries explosent sur le dos des consommateurs. C'est une nécessité économique quand le pays va vers la récession. C'est enfin indispensable du point de vue écologique si l'on veut que les Français puissent consommer mieux, soutenir la filière bio en difficulté, faire vivre les producteurs locaux plutôt que le low-cost mondialisé. Il y a urgence car la prédation du capital ne ralentit pas, bien au contraire. Voyez ces grands patrons qui gagnent 1 200 fois le salaire moyen de leur entreprise, comme M. Carlos Tavares, PDG de Stellantis. 4 000 fois le SMIC, un SMIC mensuel toutes les 2 heures. De quel droit cela est-il permis, sinon par la toute-puissance du capital ? En 10 ans, la rémunération des PDG du CAC 40 a augmenté de 90%. Dans les 100 plus grandes entreprises françaises, entre 2011 et 2021, les versements aux actionnaires ont augmenté de 57%, alors que ceux pour les salariés n'augmentaient que de 22%. Cette oligarchie vit au-dessus de nos moyens. Nous l'avons vu encore récemment chez Total. En novembre, la direction et votre gouvernement refusaient la hausse de 10% pour les salariés. Quelques semaines plus tard, le PDG s'augmentait, lui, de 23%. La France est aujourd'hui un paradis pour millionnaires et actionnaires. Notre pays est champion d'Europe du versement de dividendes aux actionnaires. Champion d'Europe. Mais comme le disait déjà Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait ce paradis des riches. En effet, les salaires réels, c'est-à-dire une fois l'inflation prise en compte, ont baissé l'an dernier. Et le travail ne protège plus de la pauvreté, puisque la France compte 1,2 million de travailleurs pauvres. Voilà le bilan du macronisme, l'injustice à tous les étages. Pire encore, en 2019, 45% des dividendes et rachats d'actions par les 100 plus grandes entreprises françaises auraient suffi à couvrir leurs besoins d'investissement dans la transition écologique. Alors oui, les dividendes sont climaticides. Les actionnaires sont écocidaires. Voilà la vérité. Il y a, au fond de votre texte, une contradiction flagrante entre le titre et le contenu. Dans le titre, il est question de partage de la valeur. Dans les articles, il n'est question que de partage du profit. Or, la valeur créée ne se résume pas au profit. Le profit n'est rien d'autre que la valeur créée par les salariés, mais qui leur a été volée par un salaire plus faible que la richesse qu'ils ont créée par leur travail. Parler ainsi de partage de la valeur pour indiquer seulement le partage du profit, c'est exclure d'emblée d'augmenter les salaires. Encore une fois, la Ve République et les choix du gouvernement corsettent l'Assemblée. Vous avez volontairement choisi de restreindre le champ de ce texte à la simple transposition de l'accord du 10 février. Cela vous permet d'écarter les amendements qui s'en éloignent même un tout petit peu. Ainsi,
vous avez interdit de débattre des questions suivantes. Augmenter le SMIC à 1 600 €, irrecevable. Indexer les salaires sur l'inflation, irrecevable. Encadrer les écarts de salaire de 1 à 20 dans une entreprise, irrecevable. Obliger les branches à augmenter les bas salaires pour éviter l'écrasement par le SMIC, irrecevable. Revaloriser le salaire minimum des apprentis, irrecevable. Conditionner les versements de dividendes à des hausses de salaire, irrecevable. Et il en va de même quant à notre volonté de faire avancer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Vous l'avez systématiquement empêché en refusant de renforcer la rémunération des heures complémentaires des salariés à temps partiel, de créer une commission de contrôle salarié pour vérifier l'égalité salariale dans les entreprises, d'imposer une prime obligatoire dans les entreprises qui ne peuvent pas justifier du respect de l'égalité. Voilà les propositions que nous portons face au refus obstiné du gouvernement, de la minorité présidentielle, du Rassemblement national et du patronat d'augmenter les salaires et de partager les richesses. Au moment du débat sur les retraites, vous avez empêché l'Assemblée de voter par brutalité. Vous avez défendu ainsi le droit de veto du monarque présidentiel contre les représentants du peuple. Avec ce texte, voici une nouvelle invention de votre part. À court d'arguments, vous inventez une autre irrecevabilité, politique, patronale devrais-je dire. Vous prétextez de devoir respecter l'accord et ne pas accepter qu'on le modifie sans l'accord de tous les signataires, c'est-à-dire à vos yeux essentiellement sans l'accord du patronat. Maintenant, vous inventez donc le droit de veto du MEDEF sur le Parlement. Après l'irrecevabilité de l'article 40 sur les retraites, pour les salaires, vous inventez l'irrecevabilité CAC 40. Ou même, pourrait-on dire, après le 49.3, en quelque sorte, le CAC 49.3. Nous refusons cette nouvelle restriction du pouvoir de notre Assemblée. Nous rappelons d'abord que toutes les organisations syndicales n'ont pas signé cet accord national interprofessionnel. Nous rappelons aussi que le 15 juin dernier, toutes les organisations syndicales, à l'unanimité, ont appelé partout les salariés à revendiquer, négocier, se mobiliser pour gagner des augmentations de salaire. Preuve que si ce sujet n'est pas dans l'accord du 10 février ni dans le projet de loi, ce n'est pas de la responsabilité des syndicats. C'est de votre responsabilité, Monsieur le ministre, qui n'avez pas exigé dans votre lettre de cadrage que ce sujet fasse partie de la négociation. C'est la responsabilité du patronat qui a refusé qu'il en soit question. Pour notre part, nous sommes donc pleinement légitimes à défendre ce que réclame l'ensemble de l'intersyndicale unanime, les hausses de salaire. D'une manière plus générale, vous faites mine d'oublier que cet accord n'est pas la démocratie sociale. La démocratie suppose l'égalité. Or, il n'y a pas d'égalité entre salariés et patronat. Cet accord est seulement l'expression d'un rapport de force dans lequel le patronat tient le stylo. Vous faites mine d'oublier enfin qu'il est du rôle du Parlement de se prononcer sans se voir cantonné aux miettes concédées par le MEDEF. C'est même anticonstitutionnel que de prétendre empêcher le Parlement de se saisir pleinement. En effet, l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. C'est donc bien la loi qui décide en la matière. Et notre Assemblée a donc le droit et le devoir d'examiner, d'amender, de compléter et, si besoin, de rejeter les dispositions de l'accord conclu. Les intérêts particuliers qui ont conduit à la signature d'un compromis ne sont pas automatiquement l'intérêt général du pays. Telle est la conception républicaine de l'ordre public social à laquelle nous sommes si profondément attachés, comme à la République sociale elle-même. Et en l'espèce, l'intérêt général du pays, c'est la hausse des salaires et la préservation des recettes de la sécurité sociale. Et ces deux éléments sont menacés par votre texte. Car ce texte repose sur une illusion dangereuse pour les salariés. Entendons-nous bien, qu'une entreprise distribue une partie de ses bénéfices à ses salariés, c'est bien la moindre des choses. Mais c'est déjà possible. Toute entreprise, même la plus petite, a la possibilité de verser une prime exceptionnelle. En revanche, les niches sociales, les niches fiscales au profit des primes, de l'intéressement, de la participation sont de notre point de vue des pousses au crime anti-salaire et anti-sécu. C'est l'exemple de la prime Macron. Elle a privé les salariés qui l'ont touchée de 240 € de hausse de salaire chacun. Elle ne sert d'ailleurs qu'à ça, car pour le reste, c'est un échec.
70% des salariés n'ont rien touché, et ceux qui ont touché quelque chose ont perçu bien peu, en tout cas bien loin des 6 000 € de plafond relevés à grand renfort de démagogie l'été dernier par votre minorité. Et vous voulez encore continuer dans cette voie ? Autrement dit, vous voulez inviter les salariés à se serrer la ceinture pour espérer percevoir une petite partie du bénéfice que leur travail gratuit aura constitué, mais après, bien sûr, que les actionnaires se sont servis du plus gros morceau. Ce n'est pas avec des primes qu'on convainc un propriétaire de louer un appartement. Ce n'est pas avec des primes qu'on convainc un banquier de prêter pour acheter un logement ou même une voiture. Ce n'est pas avec des primes qu'on ouvre des droits à l'assurance chômage ou à l'assurance retraite, mais avec des hausses de salaire. Cette logique de désocialisation, comme vous l'appelez, des rémunérations est une arnaque. Une arnaque partagée d'ailleurs entre macronistes et lepénistes. Le mot lui-même traduit l'horreur de la chose. Monsieur Macron, comme l'extrême droite, auront beau jeu ensuite de venir pleurer sur une soi-disant décivilisation. Mais la désocialisation, c'est-à-dire l'affaiblissement de la sécurité sociale, la défiscalisation, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'État et des services publics, sont au cœur de l'effondrement néolibéral de nos sociétés, de l'abandon de chacun au tous contre tous, de ce que nous nommons pour notre part la dissociété. Vous versez des larmes de crocodile sur le soi-disant déficit des retraites, mais vous présentez un projet de loi qui va encore affaiblir la sécurité sociale par des exonérations de cotisations. Selon la Cour des comptes, ces exonérations représentent déjà plus de 2 milliards d'euros chaque année de manque à gagner pour la Sécu sur l'intéressement, la participation et les primes. Et avec ce texte, comme avec les amendements de certains députés macronistes, vous voulez encore renforcer les plans d'épargne par capitalisation. Il faut souligner aussi que ces primes profitent davantage aux salaires les plus hauts qu'aux plus mal payés, davantage aux cadres qu'aux ouvriers et employés, davantage aux hommes qu'aux femmes. En les encourageant aveuglément, vous encouragez peut-être à votre corps défendant pour certains l'inégalité et même l'injustice des rémunérations. Vous avez d'ailleurs refusé en commission tous les garde-fous que nous avions proposés. Mais ce projet de loi ne menace pas que les salaires. Il menace aussi les dispositifs existants de partage du profit. La prime Macron, décidée unilatéralement par l'employeur, risque de cannibaliser l'intéressement qui nécessite au moins un accord collectif. Le plan de valorisation de l'entreprise risque de vampiriser l'actionnariat salarié en niant au passage le droit de vote des salariés. Ce texte va menacer les maigres pouvoirs des salariés alors qu'il faudrait faire tout l'inverse, jusqu'à leur confier la direction des entreprises. Enfin, vous prétendez par ce texte lutter contre une forme de salariat à deux vitesses entre grands groupes et PME. Mais si vous vouliez vraiment lutter contre cela, vous lutteriez contre la sécession des ultra-riches, contre les super-profits, contre les super-dividendes, contre les super-patrimoines. Vous ne faites rien de tout cela. Si vous vouliez vraiment aider les PME, vous créeriez la caisse de solidarité interentreprises que nous proposons, vous plafonneriez les frais bancaires pour les PME, vous renforceriez les devoirs des donneurs d'ordre à l'égard des sous-traitants, vous auriez voté avec nous pour rétablir l'accès des PME aux tarifs réglementés de l'électricité au lieu de vous y opposer. Et dans ce texte, vous auriez accepté les amendements de la NUPES qui veulent s'attaquer à l'évasion fiscale des grands groupes. Alors voilà, par ce texte, vous affirmez une fois de plus votre préférence actionnariale. Et par notre motion de rejet, nous affirmons notre préférence salariale, notre priorité sociale. Par cette motion de rejet, nous refusons votre autoritarisme et le droit de veto du MEDEF sur les hausses de salaire. Nous refusons un nouvel affaiblissement de la sécurité sociale qui vous permettra de venir ensuite exiger de nouveaux reculs en matière de retraite, en matière de chômage, ou justifier de nouveaux déremboursements comme vous le faites sur les soins dentaires et peut-être demain sur les médicaments. Par cette motion de rejet, nous clamons haut et fort que nous avons au contraire besoin d'une vraie loi pour la hausse des salaires et le partage des richesses. Augmenter les salaires, pas les actionnaires, voilà ce que vous disent les Français. Avec cette motion de rejet, nous refusons la confiscation du débat, la confiscation des richesses et tout bonnement la confiscation du juste salaire pour les travailleurs qui seuls créent la valeur dans notre pays. Merci, monsieur le député. Alors, je vous indique